L'offensive terrestre d'Israël s'est étendue à toutes les parties de Gaza ce lundi. L'armée L'offensive terrestre d'Israël s'est étendue à toutes les parties de Gaza ce lundi. L'armée israélienne L'offensive terrestre d'Israël s'est étendue à toutes les parties de Gaza ce lundi. L'armée israélienne a ordonné d'autres évacuations dans le sud de l'enclave. De lourds bombardements ont suivi. Ces opérations contre le Hamas ne seront pas moins dévastatrices que celles dans le nord, a assuré l'armée israélienne. Pris au piège d'un territoire exigu, les Palestiniens ne savent plus où aller. Bon nombre des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont entassés dans le sud. Israël a en effet ordonné aux civils de quitter le nord au début de la guerre. L'ONU a averti que les hôpitaux de Gaza étaient saturés. Le ministère de la Santé gazaoui fait état de plus de 15 500 morts, dont 70% de femmes et d'enfants depuis le 7 octobre. La majorité serait encore sous les décombres. La communauté internationale fait pression sur Israël pour assurer la protection des civils. Selon l'armée, ses avions de combat et ses hélicoptères ont frappé des cibles du Hamas, y compris des centres de commandement, des tunnels et des stocks d'armes. Les espoirs d'un nouveau cessez-le-feu ne semblent plus d'actualité. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit souci technique, un problème de son, de micro. Donc, chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir à tous. Bonsoir, désolé, c'est les aléas, ça ne voulait pas s'enclencher le micro, je ne sais pas pourquoi. Tant pis, Ouais. c'est pas grave. On va y aller, donc j'espère que vous allez bien. Et du coup, on va aller un petit peu sur l'actualité, comme bien sûr je viens de démontrer avec cette petite courte vidéo. Donc, Israël continue son opération sur Gaza. Et du coup, on va aller directement sur le sujet. Et après, on ira sur éventuellement d'autres sujets d'actualité. Donc, Monsieur Cohen, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'offensive depuis le cessez-le-feu? Bon, apparemment, rien n'arrête les Israéliens. Enfin, en tout cas, les États-Unis ne veulent pas arrêter les Israéliens. Bon, c'est clair, parce que ce sont eux et eux seuls qui peuvent vraiment dire stop. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas aussi évident en ce moment. Il y a pas mal de résistance, même dans le Parti démocrate, dans la société civile, dans les universités.
il y a beaucoup de politiques du Parti démocrate qui sont contre. Mais bon, jusqu'à présent, l'armée israélienne a un feu vert et donc elle fait ce qu'elle veut. Et en fait, on a l'impression que elle n'est pas aussi à l'aise dans le combat terrestre contre les assaillants du Hamas, contre les combattants du Hamas. Et donc, l'armée israélienne se venge ou tente de créer tellement le chaos dans la société gazaoui, c'est-à-dire dans des bombardements massifs, aveugles, violents, de créer un tel chaos qu'elle pense pouvoir obliger le Hamas à capituler. Or, il semble que le Hamas ne le fera pas. D'ailleurs, on ne voit pas la raison pour qu'il le fasse. Mais donc, il semble que ce n'est pas du tout une promenade de santé pour l'armée israélienne. Bon, d'abord, l'armée israélienne est très peu entraînée depuis une vingtaine d'années quasiment. C'est-à-dire, elle ne s'entraîne pas tellement à la guerre. Elle fait du maintien de l'ordre en Cisjordanie. Quand elle intervenait à Gaza, bon, elle intervenait plutôt derrière des bombardements, mais et d'un autre côté, le Hamas s'est excellemment bien préparé. Et d'ailleurs, ça a surpris, enfin en tout cas, je ne sais pas si ça a surpris, mais parce que de plus en plus, il y a des éléments qui font penser, même avec beaucoup de conviction, que les états-majors israéliens n'étaient pas du tout innocents le 7 octobre. Il y a deux choses. D'abord, ils savaient, et même s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils savaient, ils ont attendu 5 à 6 heures avant de réagir. Et le troisième fait, qui est incontestable aujourd'hui, et que l'État profond sioniste essaye de cacher avec des déclarations mensongères, etc., c'est que l'armée israélienne a bombardé sciemment, mais vraiment sciemment, les voitures qui filaient à Gaza avec des otages, des maisons où des Israéliens étaient retenus en otage, mais ils l'ont fait de manière vraiment express, de manière à ce qu'il y ait le moins d'otages possible, à ce qu'il y ait le moins de mes témoins possible. Et il semble que la majorité du peuple israélien ne le sache pas encore. Voilà, il y a une espèce d'omerta des médias et de la classe politique, enfin des dirigeants, et ce qui fait que, vraiment avec la complicité même, vous savez, il y a un groupe qui s'appelle Zaka, c'est un groupe qui s'occupe des morts violentes, soit attentats, guerres, etc. Et ce sont des religieux. D'ailleurs, quand on les voit, ils sont habillés en religieux, etc. Et qui sont chargés de donner, comme on pourrait, enfin, l'équivalent des derniers sacrements, etc. Et même eux participent au complot du silence, au complot il faut absolument ne rien dire ou dire le moins possible au public israélien. Et donc, il y a vraiment, enfin, on estime que Netanyahou et son état-major a vu là une tentative d'abord de ressouder le front intérieur et de se débarrasser de la population de Gaza. Pourquoi le silence des Européens et de l'Amérique?
le silence des Européens et d'Amérique en dehors du soutien à Israël, mais enfin, ce soutien aurait pu s'arrêter au bout de 2 ou 3 semaines. Alors, ce soutien s'explique de manière cynique de la façon suivante. On le sait de manière scientifique, qu'il y a des réserves de gaz phénoménales au large de Gaza. Et pour l'Europe, c'est une bouffée d'oxygène, cette source de gaz, notamment surtout après la coupure du gaz russe. Et donc, ils attendent avec impatience que l'armée israélienne se débarrasse de la population palestinienne et en versant quelques larmes de crocodile, il ne faut pas croire. Ceux qui font confiance aux Européens, je crois qu'ils se trompent lourdement. Et donc, ils attendent cyniquement qu'aucun obstacle ne vienne empêcher la mainmise d'Israël sur le gaz au large de Gaza et qui bénéficiera avant tout à l'Europe, à bon prix, etc. Voilà. Donc, c'est un peu le tableau aujourd'hui. Alors, jusqu'où c'est difficile à dire. Jusqu'à présent, l'Égypte résiste et n'accepte pas d'ouvrir ses frontières. Bon. C'est pas que l'Égypte soit un pays qui a envie de contrecarrer l'hégémonie américano-sioniste, hein. C'est pas ça. Mais peut-être que la couleuvre serait dure à avaler quand même. Voilà. Ça serait désastreux d'accueillir 2 millions de Gazaouis de toutes les manières, même si les Israéliens n'arrivent pas à chasser 2 millions, la vie va devenir impossible pour au moins 1 million de Gazaouis, parce que la moitié des logements ont été détruits. Ces gens-là, ils ne vont pas vivre dehors. Bon. Et donc, non seulement les logements, mais les écoles, les hôpitaux, les universités, les mosquées, les églises, enfin, les services publics, les administrations. Donc, tout a été détruit systématiquement. Et donc, en fait, même si, enfin, admettons qu'à un moment donné, la guerre va s'arrêter, ces gens-là, on va les pousser plus ou moins, en tout cas une partie en tout cas, on va leur trouver de manière lente, au compte-gouttes, ou en tout cas par petite quantité, des pays pour les accueillir. Voilà. 2 millions d'un coup, c'est dur pour l'Occident moralement d'avaler ça. Mais par petite touche, il pourrait le faire, en tout cas, se débarrasser d'une bonne partie de la population. Alors, jusqu'à présent, rien ne semble arrêter ce plan. Je veux dire, même si l'armée israélienne a des coups durs en termes de combat, les tunnels sont encore en fonction. Le Hamas organise des actions de guérilla. Il y a des dizaines de soldats sionistes qui tombent. Mais, disons, ce n'est pas encore dramatique pour Israël au point d'arrêter. Voilà. Et est-ce que l'opinion publique peut faire basculer les choses? Parce qu'on a vu encore récemment là, des grandes manifestations, des milliers de personnes dans les rues à New York. Non, à mon avis, l'opinion publique mondiale ne fera pas plier Israël. Voilà. Je veux dire, ok, c'est un mauvais moment à passer. Les Israéliens savent que de toute façon, leur crédit est entamé, mais ils pensent, et peut-être pas à tort, hein, ils pensent qu'une fois que ça sera oublié, on passera à autre chose.
les Sayanim feront leur travail. Enfin, on reprendra le cours des choses comme avant. Donc, ils jouent, ils se disent, bon, très bien, en ce moment, on perd du point de vue comment dire, de l'opinion publique, mais tant que l'Amérique parce que l'Europe obéit à l'Amérique, c'est pas la peine de. D'ailleurs, même l'Allemagne, elle est plus extrémiste que l'Amérique. Et donc, je ne vois aucun pays européen important, ni l'Union européenne. L'Union européenne peut aussi faire des pressions, mais elle ne le fera pas. Tant que l'Amérique ne bouge pas, malheureusement, c'est la réalité. Donc, les Israéliens continueront leur boucherie, malheureusement, voilà. Il n'y a rien, ni l'ONU, il n'y a rien qui pourrait les arrêter, enfin, à mon avis, voilà. Alors, il y a une question là dans le chat, c'est en anglais et c'est pour vous, Monsieur Cohen, je vais la mettre. Ok. On va la traduire hein, pour donc, Ah oui, je vois. voilà. En gros, que pensez-vous de la visite de Et oui, oui. Poutine? Voilà. Bon, la première question, c'est que non seulement il a visité les Émirats arabes unis, mais tout de suite après l'Arabie saoudite, et il a reçu tout de suite après le dirigeant iranien. Donc apparemment, on assiste à un vaste mouvement diplomatique. Bon, on discutera du pétrole, du gaz, éventuellement d'Israël, mais je vois mal de quelle manière il pourrait peser la Russie et l'Arabie saoudite en ce moment, de quelle manière elle pourrait peser sur Israël. Voilà. Euh, je ne crois pas que, bon, peut-être sur le long terme, ils pourront trouver des actions communes. Mais sur vraiment le long terme, ça veut dire il faut voir ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, voilà. Mais aujourd'hui, on ne voit d'abord le monde arabe en dehors des déclarations, il ne bouge absolument pas. Concrètement, il ne bouge pas, voilà. Et la Russie, la Chine, bon, elles tentent des résolutions au Conseil de sécurité auxquelles est opposé le veto américain. Et la Russie et la Chine, je les vois mal prendre, comment dire, une position offensive. Je veux dire, ça m'étonnerait, voilà. C'est pas dans leur intérêt, c'est pas dans leur méthode, et je ne crois pas que ça aboutisse à quelque chose. Bon, c'est un travail peut-être, probablement, comme j'ai dit tout à l'heure, là tout de suite, à long terme, c'est-à-dire recréer des axes de solidarité, d'action commune. Si la Russie, la Chine, avec les pays du Golfe, se mettent en commun, tracent une stratégie commune pour s'opposer à Israël, ça pourra avoir de l'effet, mais pas avant 2, 3 ans ou 4 ans. Voilà. Parce que une opposition frontale est exclue. La Russie a toujours négocié avec Israël pour trouver un modus vivendi avec lui sur sa présence en Syrie, etc. Et puis les Israéliens, ils ne sont pas faciles à manier. C'est un État voyou, c'est un État qui n'a peur de rien ni de personne. Il a la bombe atomique et on sait qu'il l'utilisera si jamais on le chatouille trop fort. Et donc, ce n'est pas évident de gérer un État pareil. Sur le long terme, bien sûr,
les Chinois et les Indiens et les Russes qui ont de très gros contrats avec les Israéliens pourraient diminuer ces contrats, pourraient s'en passer, pourraient trouver, comment dire, des trucs de rechange. Mais ce sont des politiques qui vont se mettre en place à la longue. Et ça, c'est sûr que Israël est perdant à la longue. C'est-à-dire que il est probable que les Chinois, les Indiens, enfin, pas mal de pays vont prendre leur distance sur le plan économique, commercial, sécuritaire, etc. Mais en même temps, ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain comme ça, voilà. Donc, il n'y a qu'un seul pays qui peut vraiment arrêter. D'ailleurs, il suffit qu'ils disent je ne livre plus les armements, c'est tout. Les Américains ont un moyen de pression extraordinaire sur Israël. S'ils disent vous arrêtez à 5 heures, les Israéliens arrêteront à 5 heures. Voilà. Alors justement, sur ce que vous dites là, il y a une réaction très intéressante. Est-ce que des forces intérieures ou extérieures aux États-Unis pourraient faire changer le parti pris des Américains envers Israël, justement? Oui, si par exemple, tout à l'heure j'avais parlé d'une contestation qui est en train de monter au sein du Parti démocrate. Les élections approchant, le Parti démocrate se divise sur cette question. A priori, il n'y a pas un front uni. Oui, il y a un front uni pro-israélien, mais de là à accepter ces crimes de guerre, etc. Mais jusqu'à présent, vous savez, ce sont des choses qui peuvent évoluer d'heure en heure ou d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, au moment où on parle, Israël a les mains libres. Et les élections n'ont pas encore vraiment, le système électoral n'est pas encore lancé. Il ne faut pas oublier que les premières élections des primaires ont lieu en février 2024. Donc, si Israël, d'ici là, mettons d'ici un mois, a fini le travail, enfin, je veux dire, a fini, en gros, ce qu'il a envie de faire, eh bien, on dira, voilà, on va arrêter, etc. Et donc, le Parti démocrate américain pourra repenser ses plaies. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'Amérique, enfin, le système politique américain, les 3/4 des députés, des sénateurs, des gouverneurs, enfin, quand je dis les 3/4, on peut même dire les 4/5, sont les otages du lobby sioniste. Je veux dire, il suffit qu'un homme politique critique Israël, il a signé son arrêt de mort politique. Donc, il suffit de voir les déclarations de Mickey Haley, enfin, je veux dire, tous comment dire, les candidats à la présidentielle, ils font des déclarations absolument faramineuses en soutien à Israël. Donc, pour le moment, je ne vois pas, pour le moment, encore une fois, c'est très volatile, sans compter que Biden peut espérer que le travail soit fini dans un mois, voilà, et qu'on passe à autre chose, qu'on fasse oublier tout ça, voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen. Il y avait une autre question concernant donc un petit peu le fait que Israël puisse lever le pied. Que pensez-vous justement de l'alliance technologique d'Israël justement avec la Chine? Oui, la Chine est un partenaire très important en matière technologique, en matière militaire. Et donc, comment dire, sont des États qui n'ont pas, qui ne sont pas gênés par les questions hypocrites des droits de l'homme, des droits des minorités. Voilà, Israël n'a jamais critiqué les Chinois n'ont jamais critiqué Israël. Et donc, je crois que l'intérêt des deux pays est de continuer à collaborer. Voilà, c'est pour ça que, vous savez, il y a beaucoup de cynisme dans les relations internationales. Il ne faut pas croire
quand des chefs d'État versent une larme de crocodile, c'est pas vrai, ils n'en ont rien à fiche. Voilà, les États sont des monstres froids. Donc, la Chine, elle changera éventuellement de position, encore comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire petit à petit se détournera, mais si elle y trouve son intérêt, si elle y trouve des partenaires à la hauteur qui répondent de manière positive à ses besoins. Or, Israël est devenu un partenaire très important. Je crois que Israël doit vendre dans les 10 milliards de dollars par an à la Chine en termes de technologie, en termes militaires, etc. Et, et les Chinois, ils n'ont aucun. Les Chinois, ils ne sont pas comme les Occidentaux. Eux, ils ne mêlent pas la politique et les droits de l'homme. Voilà. Vous savez, les Européens, ils disent aux Africains, bon, il faut adopter des lois LGBT, etc. Enfin, alors que, par exemple, l'Amérique a coupé l'aide à l'Ouganda parce que l'Ouganda a adopté une loi contre l'homosexualité. Les Chinois, ce n'est pas du tout dans leur vision. Les Chinois, les Russes, les Indiens, eux, ils font du business. Voilà. Et Israël est un partenaire fiable en termes de. Et puis, c'est un partenaire non seulement fiable, mais qui a des ressources, c'est-à-dire des ressources technologiques. Il développe des armements de pointe. Et donc, on a intérêt à collaborer avec lui, sauf s'il y a un changement d'attitude global, mondial. À ce moment-là, la Chine pourra prendre le train en marche. Voilà. Mais ce changement global va prendre quelques années avant de s'installer. Voilà. Par exemple, la Turquie, il est manifeste que la Turquie va probablement arrêter presque toute relation avec Israël. En tout cas, amoindrir énormément les relations. Et donc, ça peut donner, comment dire, ça peut être un point de décalage, ça peut être un point d'appui pour des pays comme la Chine ou les monarchies du Golfe de s'appuyer sur la Turquie pour se détacher d'Israël. Mais encore une fois, ça prend du temps. Ces choses-là se font sur le moyen terme, sur le long terme. Et donc, si vraiment Israël est mis au banc des nations, c'est ce processus qui peut se faire. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Oui, donc là, on voit aussi que Israël donc, étend ses bombardements même à Rafah. Mais bien sûr. Non, mais c'est le cynisme absolu. C'est-à-dire, ils leur disent allez au sud, et puis après, ils bombardent le sud. Mais enfin, ceux qui croient dans la parole sioniste, ils sont soit idiots, soit naïfs, soit, enfin, je n'ai pas envie d'utiliser d'autres termes. Mais croire en la parole sioniste, c'est vraiment faire preuve de bêtise monumentale. C'est un pays qui n'a jamais respecté sa parole. Donc, c'était un piège qui tendait aux Gazaouis. Ça veut dire quitter le nord, comme ça on peut liquider le nord, mais dans le sud aussi, ils se retrouvent sous les bombardements, etc. D'ailleurs, pas seulement les bombardements, il y a l'armée de terre, l'infanterie qui est là-bas. Et donc, voilà, non, c'est la guerre totale. Ouais. Donc donc là, on a dit tout à l'heure, donc l'opinion publique, pour l'instant, ça n'a pas assez de poids. Les États-Unis, bon, bah, ça bouge pas d'une oreille. Est-ce que vous pensez que, vous savez, la démarche entreprise du collectif d'avocats avec Gilles Devers, qui ont entamé une procédure justement à la Cour pénale internationale. Est-ce que déjà elle aboutira à quelque chose et est-ce que ça peut être un moyen de pression pour stopper tout ça?
Bon, alors, je vais d'abord prendre un fait. Euh, Est-ce que vous savez où était, il y a quelques jours, le procureur général de la Cour pénale internationale? Allô? Oui, oui, bien sûr, il était en Algérie. Non, non, il était à Tel Aviv. Ah, pardon, pardon. C'était bien plus récent, alors. C'était après le J'ai voyage dit en Algérie. le procureur général de la CPI était à Tel Aviv. Ah, je croyais que vous parliez de l'avocat, excusez-moi. Non, non, non. Donc, il discutait, figurez-vous qu'il discutait avec les dirigeants israéliens des possibilités de crimes de guerre des deux côtés. Bon, alors, quand on dit ça, c'est que, bon, on voit à peu près de quel côté il est. Parce que franchement, aller à Tel Aviv pour dire qu'il examinait les crimes de guerre des deux côtés, est-ce qu'il y a vraiment photo entre les deux? Bon, premièrement. Deuxièmement, depuis qu'elle existe, la Cour pénale internationale, elle a jugé qui? Ceux que l'Amérique a désignés comme ses adversaires. Voilà, c'est tout. La Cour pénale internationale n'a aucune autonomie. Aucune. Donc, et la preuve, c'est qu'il y a un mois ou deux, elle a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Et, et sur une base complètement ridicule. C'est-à-dire que Poutine, la Russie, avait accueilli des dizaines de milliers d'enfants qui étaient dans les provinces bombardées depuis 8 ans par les ukro-nazis. Ils les ont emmenés en Russie, ils les ont mis dans des parcs, dans des hôtels, avec des jeux, avec de l'éducation, ils font de la musique. Tous les journalistes qui sont allés les voir disent exactement les mêmes choses. Or, il a suffi que l'Amérique dise au procureur général de la CPI et tac, inculper Poutine pour qu'il le fasse. Donc, ça, c'est juste pour vous donner, pour tracer, disons, ce qu'est la CPI. Voilà. La CPI n'est rien sans l'Amérique. D'accord? Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie pour Gilles Devers, pour le travail que font les 300 avocats. Et, comment dire, c'est un théoricien du droit, c'est un praticien du droit aussi, c'est-à-dire il est avocat, il pratique le droit. Mais à mon avis, enfin à mon avis, c'est-à-dire, non, c'est bien ce qu'il fait. C'est pas, bien sûr, c'est formidable. D'ailleurs, même si ça n'aboutit pas, le fait qu'il y ait 300 et même plus, parce qu'il a réuni à des centaines d'avocats qui se joignent à lui, donc du monde entier, ça aura un impact sur l'image d'Israël par la suite. Imaginez des avocats qui sont en Colombie, au Mexique, des avocats qui sont en Afrique, en Asie, etc. Et tout ça, c'est à long terme, c'est l'image d'Israël qui va en pâtir. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc, c'est très important à ce niveau-là. Mais la CPI, il faut qu'elle enquête. Parce que, comment dire, pour qu'il y ait crime de guerre, il faut enquêter. Or, pour enquêter, il faut qu'il aille sur place. Et qui va leur donner l'autorisation d'aller sur place? C'est Israël. C'est-à-dire, jusqu'à présent, pour entrer à Gaza, il fallait soit l'aval d'Israël, soit l'aval de l'Égypte. L'Égypte, la semaine dernière, j'avais dit une chose, même un camion humanitaire, un camion égyptien, ne peut pas entrer d'Égypte à Gaza. Un camion ne peut, ne peut pas rentrer d'Égypte à Gaza sans l'aval des Israéliens. Voilà. Donc, si la CPI, et d'ailleurs, enfin, je pense que si le procureur général est allé la semaine dernière en Israël,
à Tel Aviv, c'est certainement pour leur dire, bon, ne craignez rien. Écoutez, c'est simple, la CPI est un organe américain. Voilà, donc il ne faut rien attendre. Donc, voilà, après, on peut juger le travail de Gilles Devers, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est à cet aune-là que ça va se passer. C'est-à-dire, c'est dans ce cadre-là que ça va se passer. Il ne faut pas rêver, voilà. Il n'y aura pas grand-chose. Mais sur l'impact, à la limite, moi, je regrette que Gilles Devers, par exemple, n'ait pas copié. Vous savez, dans les années 50, 60, il y a eu un grand nombre d'intellectuels dans le monde, notamment Jean-Paul Sartre. Il y a des dizaines d'intellectuels, j'ai oublié les noms des Américains, qui ont créé Bertrand Russell, voilà. Je ne sais pas, bon, évidemment, la plupart des gens sont jeunes aujourd'hui, enfin, ne connaissaient pas. Mais à l'époque, il y avait une centaine, ou je ne sais pas, ou 200, qui ont créé le tribunal Russell pour juger les crimes américains au Vietnam. Et ils tenaient des audiences publiques, avec des témoignages, etc. Ça n'a l'air de rien, mais moi je pense, si vous pouvez transmettre le message à Gilles Devers, moi je pense que c'est plus efficace. Pourquoi? Parce que la CPI, on sait que c'est perdu. Alors qu'un tribunal international, avec les grands intellectuels, mexicains, indiens, indonésiens, etc., qui se réuniraient à Jakarta, par exemple, personne ne peut les empêcher de se réunir. Et d'appeler les témoins, de faire venir les gens du Hamas, les Gazaouis qui ont été, les photos des destructions, etc. Et devant le monde entier. Voilà. Ça, je pense que ça aurait été plus efficace. Parce que la CPI, comment dire, c'est un peu comme si on enterrait, vous savez, on disait en politique française, quand il y a un problème, on crée une commission pour l'enterrer. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cet adage de la vie politique française. Donc la CPI, on sait qu'elle n'aboutira pas à grand-chose, même à rien vis-à-vis d'Israël. Voilà, le drame, c'est ça. Alors qu'un tribunal international, on peut le réunir en quelques mois, avec des témoignages, on fera venir les télévisions du monde entier, mais quel impact! Voilà, c'est en cela que je disais que Gilles Devers est un technicien du droit, comment dire, qui ne juge que par le droit. C'est-à-dire, il a une vision sacrée du droit, la sacralité du droit. Or, OK, sur le plan interne, c'est sûr c'est important, mais sur le plan international, pourquoi ça ne marche pas sur le plan international, le droit? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de beaux principes. Il y a une Cour internationale de justice, il y a la CPI, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des tribunaux arbitraux, il y a l'ONU, il y a de tout, mais il n'y a aucun gendarme. Vous savez, en France, on dit comment dire, la force légitime, parce que c'est une force reconnue qui a le droit de s'appliquer. Or, au niveau international, elle n'existe pas. Et donc, voilà, donc tout ça me fait dire que malheureusement, ça sera un coup d'épée dans l'eau, voilà. Mais l'idée, je dis, voilà, ça m'est venu comme ça. Je pense que de grands juristes comme Gilles Devers, qui connaît beaucoup de monde, qui peut transformer déjà les 300 avocats qu'il a, en réunissant d'autres intellectuels, des philosophes, etc., qui demandent par exemple à l'Algérie un siège, enfin un amphithéâtre, et pour faire là-bas, voilà, pour dire, voilà, on fait un procès public international. À mon avis, ça aura beaucoup d'impact. Eh ben, on lui soumettra l'idée, on va lui envoyer le lien de la vidéo. Voilà, soumettez-lui l'idée. Ouais. Alors, il y avait peut-être une question de quelqu'un sur Twitter, donc je vais lui donner la parole. Black Horse, salam alaikum. Salam. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, bonsoir, monsieur Jacob. Bonsoir. J'ai participé au space justement de
éléments, comme vous avez dit, c'est un technicien, mais il a apparemment beaucoup de données, puisque sur place, il y a pas mal de personnes. Et ils sont près de 800 maintenant, j'ai avocats et grandes figures à justement porter la chose auprès du tribunal. Et le tribunal, contrairement à vous, moi je pense qu'il va évoluer. Rappelez-vous l'affaire Bako, normalement il aurait dû finir sa vie en prison. Et il s'avère que quand bien même au bout de 12 ans, il avait innocenté, ils ont fini par le relâcher. Donc aujourd'hui, il y a quand même des données qui ont changé à mon sens, c'est-à-dire que dans le monde, il y a quand même une chose, c'est que le monde entier est pro-palestinien aujourd'hui, les populations, quand bien même les États-Unis sont un soutien défectif, à un moment ou à un autre, la corde va craquer, je pense, parce qu'il y a quand même la population qui commence économiquement et qui va encore plus en souffrir, et je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir peut-être un changement de paradigme. Cependant, je vais dire ce dont vous parliez, c'est-à-dire que vous disiez qu'il y a quand même des difficultés. En 2 mois, aujourd'hui, on a bien vu les vidéos, c'est-à-dire qu'ils auront rattrapé des dizaines, voire des centaines d'hommes depuis 15 ans, et ils les font passer pour les gens du Hamas, c'est-à-dire comme s'ils avaient chopé les gens du Hamas. Et on voit des vidéos sortir où justement, ils arrivent à voir l'armée sioniste qui bivouac et ils leur mettent des bombes et les explosent. Et il y a une chose, des éléments qui ne veulent pas sortir, mais apparemment en Israël, ça sort quand même parce qu'il y a quand même une certaine opposition, c'est qu'il y a des enterrements là-bas. Et les enterrements font que ce n'est pas des dizaines, mais peut-être des centaines, voire des milliers de soldats qui sont à terre. À partir de quoi, j'ai dit, c'est pour ça peut-être que cette rage de vouloir effacer absolument la population. Je ne sais pas si vous discutez beaucoup avec des Palestiniens. L'avantage de pouvoir discuter avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont pas l'intention, ils préfèrent mourir sur place, ils n'ont pas l'intention de partir. Quel que soit, on va dire, le danger, hein, ils laissent leur vie, ils préfèrent mourir sur le paradis, leur paradis qui est la Palestine, plutôt que de fuir ou retrouver le paradis, puisque vous avez vu, ils sont sous courage et cette résilience. Alors je pense qu'au bout de 2 mois, avec 20 ou 30 000 morts, d'après certains experts, en l'occurrence sur les chaînes mainstream qui parlent de catastrophe, 20 à 30 000 morts, même s'ils disent que c'est 15 ou 16 000, il va falloir pas mal de mois, sachant que actuellement, vous avez parlé des élections américaines qui vont sûrement arriver dans peu. Et il y a beaucoup d'autres données. Puis alors, la CPI, je ne sais pas, le procureur a été là-bas. Ni vous ni moi, nous savons, il a été le dire, mais je pense moi qu'il a été porté un petit peu la parole, à savoir que ça sent mauvais. C'est-à-dire que quand il y a autant d'intellectuels que le monde entier, et que le monde entier est pro-palestinien, c'est plutôt là où il va y avoir une limite aux actions, on va dire, je ne saurais même pas comment les qualifier. Je pense qu'il y a une certaine limite. Donc, je ne pense vraiment pas que on a vu la faiblesse, justement, d'Israël qui essaye de toutes les manières à faire en sorte que tout le monde accepte que le Hamas soit des terroristes et tue des populations civiles. Et derrière, il n'y a pas un seul, ils n'ont jamais montré, ne serait-ce qu'un seule brigade du Hamas qui a été interpellée. Donc, clairement, ça va être dur pour eux. Il y a des tunnels, il y en a encore énormément, puisque vous avez des vidéos, si vous voulez, ils peuvent les envoyer là-dessus, là. Des vidéos où on les voit, ils les espionnent en plein soir en train de bivouaquer. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques soirs, il y en a un seul, il a posé 3 bombes à 4h30 du matin, il les a explosées, il les a abattus. Il y a peut-être des dizaines de soldats. Et là où il y a des choses qui commencent à être entendues, mais même si Twitter peut-être n'a pas les données, mais il y a les enterrements justement de ces soldats qui commencent à être de plus en plus nombreux, et les populations sur place peut-être vont aussi faire sortir cette information. Et une dernière chose, et j'en termine là-dessus, c'est cette information qui vient de sortir. Est-ce que vous êtes informé qu'il y a justement maintenant des fuites sur l'information que cette opération aurait eu déjà une sorte c'était une sorte de plan depuis plus d'1 an, c'est-à-dire cette histoire
du Hamas du 7 octobre qui serait sorti. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette fuite dont certains parlent, des experts? Voilà. Ma question était la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est beaucoup plus proche que on ne le pense, la fin justement du soutien international d'Israël? C'est-à-dire, c'est difficile, je crois que je vais l'avoir dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'armée israélienne rencontre des difficultés sur le terrain incontestablement. Voilà. Ce n'est pas une promenade de santé, loin de là. Mais, enfin, disons, les experts militaires que j'écoute, qui sont enfin, c'est pertinent et objectif, disent que le rapport de force global, surtout avec... Parce que toutes ces destructions, elles touchent la structure militaire du Hamas d'une façon ou d'une autre quand même. C'est-à-dire que le Hamas, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, comment dire, ils sont comme des... C'est là une parole d'un mot de Mao Tse-tung. Les guérilleros doivent être comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire, ils ont un milieu favorable qui les protège, dans lequel ils vivent, dans lequel ils se déploient, etc. Et s'il y a que des ruines, et donc, fatalement, s'il y a que des ruines, une grande partie de la population où il n'y a plus de logements, de magasins, d'écoles, etc., vont être obligés de, je ne sais pas, d'errer, je ne sais pas où. Ça réduit d'autant la, comment dire, la percussion militaire armée du Hamas. Ça ne veut pas dire... tout le monde reconnaît que la résistance du Hamas est assez remarquable, plus que remarquable. C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que on a cru au début, je veux dire, le Hamas s'est probablement excellemment préparé. Ils ont créé de nouveaux tunnels. Il y a eu vraiment un saut qualitatif extraordinaire du Hamas et des groupes, parce qu'il y a pas que le Hamas, il y a plusieurs groupes avec lui qui participent. Et d'ailleurs, la réussite du coup du 7 octobre est phénoménale. Et donc, d'ailleurs, j'ai parlé au début de, comment dire, au minimum de la, enfin de la complicité ou du silence des autorités israéliennes, de l'État profond sioniste face à cette attaque. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Le problème, c'est que c'est un peu une course contre la montre aujourd'hui. C'est-à-dire, Israël veut obtenir le maximum de résultats avant qu'à un moment donné, parce qu'il va arriver ce moment, ce n'est pas possible, avant qu'on lui dise stop. Voilà. Donc, il veut faire péter le maximum de choses possibles. Je veux dire, les experts militaires, quand ils parlent des destructions opérées par l'armée sioniste, c'est absolument hallucinant par exemple, par rapport à la guerre en Ukraine, le nombre de morts, par rapport à la guerre mondiale. Enfin, c'est juste hallucinant ce qui tombe sur ce petit territoire. Donc, à mon avis, leur objectif, c'est de faire le maximum de destruction et le maximum, enfin, en tout cas, ce qu'ils espèrent, de gains vis-à-vis, là, une guerre sur Terre, parce qu'à un moment donné, lorsque ça va s'arrêter, ils pourront dire, voilà, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Et le Hamas, pour lui, c'est une question de temps, il faut qu'il tienne aussi. Mais, enfin, moi, j'ai l'intuition que, je veux dire, mettons, si ça dure 3 mois, comme ça, c'est une théorie comme ça, c'est-à-dire, il faut voir un peu ce que je veux dire par là, c'est que
Si ça dure 3 mois, ça ne sera pas, à mon avis, à l'avantage du Hamas. Voilà. C'est-à-dire à long terme, avec tout l'armement que l'armée israélienne, il paraît, reçoit chaque jour des dizaines d'avions remplis de toutes sortes de munitions, d'hélicoptères, etc. Enfin, c'est hallucinant le pont aérien qui est déversé sur Israël par l'Amérique. D'accord. Et donc, ils ont une capacité de frappe terrible. Et en face, bon, je ne sais pas, à un moment donné, peut-être. Attendez, Monsieur Cohen, Monsieur Oui. Cohen, excusez-moi. Vas-y, Black Horse, parce que tu n'entendais pas, le micro était éteint. Oui, excusez-moi, M. Cohen. Là, vous parlez, j'ai de votre intuition, mais moi, je voudrais que vous fassiez éventuellement le comparatif avec les destructions massives sur des pays comme l'Irak ou l'Afghanistan ou ailleurs, où la technologie, l'armement maximum du pays suprême, à savoir les États-Unis, se sont fait déglinguer par une guérilla. Est-ce que, vous pensez qu'il n'y a pas un parallèle à faire là-dessus? Une intuition, un parallèle Avec l'Afghanistan, non, il n'y a pas un parallèle. D'abord, l'Afghanistan est un pays qui n'a jamais été battu. C'est un des rares pays au monde qui a toujours su résister à tous les envahisseurs, d'une part. Deuxièmement, en Afghanistan, c'est un immense territoire avec des montagnes, enfin, je veux dire, c'est juste la folie, où il y a une force étrangère d'occupation. Là, enfin, je regrette de le dire, ce n'est pas une force étrangère. Ça veut dire c'est une force qui est là, enfin, qui est à quelques kilomètres. Ils rentrent comme s'ils étaient chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce n'est pas une force expéditionnaire. Voilà. C'est-à-dire, les Américains peuvent envoyer 1 million d'hommes en Afghanistan. Ça reste une force expéditionnaire. Ils sont détachés de leur base. Alors que les Israéliens, ce n'est pas pareil. Les Israéliens, c'est leur, comment dire, leur arrière-cour, si vous voulez. Enfin, c'est une expression, voilà, comme ça. Donc, et puis les Israéliens, le problème, c'est que eux, enfin le point, c'est que eux, ils n'ont pas, enfin, je veux dire, ils ont cette vision que pratiquement aucune armée au monde n'a, à part l'Amérique, et encore. Je ne sais pas si l'Amérique, je veux dire, en Afghanistan, je ne pense pas que l'Amérique ait procédé à des bombardements aussi massifs de villages entiers ou de villes entières. Enfin, je pense que ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas possible. Là, c'est vraiment la destruction systématique, et pas seulement des immeubles, mais de tout ce qui fait la vie d'une société. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de mosquées, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de centres commerciaux, il n'y a plus de centres administratifs, il n'y a plus de ministères, il y avait des ministères. Enfin, donc, si vous voulez, c'est, comment dire, il les ramène au néant. Voilà. Et donc, une fois, mais l'intensité des bombardements est telle que je ne sais pas, peut-être dans un mois, il n'y aura plus grand-chose à détruire. Que vont devenir ces 2 millions comme ça, à errer dans des ruines? Voilà, enfin, je ne sais pas, c'est pas, c'est pas la même chose. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, enfin, j'espère. Très Bon, bien. on prend une dernière question. Ouais, justement, j'allais y venir parce qu'il y avait pas mal de questions là sur YouTube. Je ne vais pas pouvoir toutes les poser. Du coup, bon, il y avait celle qui était là. Dernièrement, Netanyahou a menacé le Liban en le transformant en un deuxième Gaza. Qu'en pensez-vous? Apparemment, Israël veut pousser le Liban à la guerre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette information, mais elle est vraie, elle est véridique. Les Israéliens, vous savez, la zone sud du Liban, jusqu'au fleuve Litanie, ils ont bombardé avec des bombes incendiaires tout ce qui était agricole au sud Liban.
les oliviers, les récoltes, tout, les arbres fruitiers, avec des bombes incendiaires. C'est un acte de guerre absolument, enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant. Hier, enfin, c'était il y a enfin, je crois que c'était hier, l'armée israélienne a attaqué des militaires libanais, pas le Hezbollah, des militaires libanais. Et genre, je crois qu'ils ont tué 2 ou 3 militaires libanais. Enfin, mais ce qui est important, enfin, à mon avis, la lecture qu'on peut faire, c'est que les Israéliens voudraient pousser les Libanais à réagir, le Hezbollah à réagir, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un délire meurtrier. Ils sont dans une hystérie meurtrière. Voilà. Ils pensent qu'ils vont pouvoir. Et puis ils se sentent dans une impunité totale. Et ils voient l'Amérique leur donner tout l'armement qu'ils veulent. Et donc ils se disent, vous savez, les Israéliens, ils ont une rage meurtrière incroyable. Vous savez quelle était l'expression favorite chez les militaires israéliens dans les années 50, 60, 70? Nous allons ramener tel pays à l'âge de pierre. Alors, ils parlaient une fois la Syrie, une fois le Liban, une fois la Jordanie, une fois l'Égypte. C'est leur expression favorite. Ramener les pays limitrophes à l'âge de pierre. Ils ont je sais pas, je ne sais pas comment on a créé cette race à part, cette race de destructeurs, cette race d'assassins, cette race de, je ne sais pas, c'est, vous savez, par exemple, quand ils ont fait la Nakba, quand ils ont fait le nettoyage ethnique en 1948, il y avait 450 villages palestiniens, il y avait des fermes, il y avait des magasins, il y avait toutes sortes de choses. Ils les ont rasés. Et j'avais dit une fois dans une vidéo, c'est la première fois qu'un conquérant prend un pays, une terre, et détruit ce qu'il y a sur cette terre. Je veux dire, à la limite, il aurait pu profiter des fermes, des bâtiments, de toutes sortes de choses. Pas du tout. Ils ont rasé, mais de manière avec, je ne sais pas, j'imagine, avec une rage, avec un désir, une violence inouïe. Je crois que ça relève probablement un peu de la psychiatrie. Enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas psychiatre, mais ça serait bien que s'il y a quelqu'un qui a des connaissances en psychiatrie, on peut se demander comment un peuple qui a quand même subi 19 siècles comment dire, d'humiliation, de harcèlement et tout, arrive à ce point où il a comment dire, les doigts sur la gâchette qui le démange. Voilà. C'est, je ne sais pas, ils ont une joie colossale, énorme à détruire. Il faut voir les vidéos, même des écoliers israéliens. Ils chantent la destruction de Gaza. Ils chantent la destruction, les tueries des enfants palestiniens. Enfin, c'est juste hallucinant. Ils ne font pas une guerre. Ils font une opération d'anéantissement. Alors justement, il y a un projet peut-être, et il y a une question qui va dans ce que vous venez de dire là. Donc, pensez-vous qu'après le massacre de Gaza et même la Cisjordanie, car ils veulent exterminer tous les Palestiniens, ils détruiront l'esplanade des mosquées pour reconstruire leur temple? S'ils continuent sur cette lancée, si personne ne leur dit rien, si dans 1 an, dans 2 ans, ils voient que, bon, on revient à ce qui était avant, etc., bien sûr, ils le feront. D'autant plus, pourquoi ils le feront? Parce que l'évolution de la société israélienne va irrémédiablement dans le sens du fascisme, du messianisme, de l'apartheid, de l'occupation, etc. Pourquoi? Tout simplement, c'est une question démographique. D'un côté, vous avez les classes libérales qui font très peu d'enfants ou pas d'enfants du tout,
et qui ont même tendance à partir à l'étranger. Vous savez, les gens de Tel Aviv, les high-tech, etc., qui supportent de moins en moins de vivre dans un pays qui applique la charia juive. La charia juive. Et d'un autre côté, vous avez une population qui devient de plus en plus extrémiste et qui font 8, 10, 12 enfants et qui ne rêvent que du Messie, du troisième temple, et que de plus en plus, aucun gouvernement ne pourra se passer de cette partie-là de la population. Et donc, fatalement, ça arrivera. Regardez, aujourd'hui, c'est en 1990, la Cour suprême a interdit au président du parti CAR de se présenter aux élections. D'accord? Bon. Eh bien, Ben Gvir et Smotrich, aujourd'hui, son ministre, ce sont les descendants de ce parti. Donc, vous voyez l'évolution. C'est une évolution inéluctable. Rien ne pourra changer le cours des choses. Voilà. Et malheureusement, c'est quelque chose qui. On le sait, vous savez, il y a eu plusieurs cris d'alarme. Il y a souvent, on entend les anciens chefs du Mossad, les anciens chefs du État-major qui disent on va droit contre le mur, attention, l'occupation, elle est en train de pourrir notre société, mais rien n'y fait. Le numéro 2 de Tzahal en 2018, 2017 ou 2018, imaginez la déclaration qu'il a faite. Il a dit ce qui se passe en Israël aujourd'hui me rappelle le début des années 30 en Allemagne. Est-ce que vous imaginez un peu le tremblement de terre? Mais c'est ça, mais ils le savent, malheureusement, même eux, même Netanyahou, même les gens qui ont conscience, ils savent que c'est un train fou qui va dans cette direction. Et si on ne l'arrête pas, et je ne vois pas comment on peut l'arrêter, enfin, comment les pays étrangers peuvent l'arrêter, à moins que, vous savez, on peut arrêter Israël de la façon suivante. C'est pas la peine, on ne peut pas lui faire la guerre puisqu'il a l'arme nucléaire. Mais on peut se détacher de lui de façon sur le plan culturel, sur le plan économique, commercial, technologique. Et à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prendra du temps, mais on ira vers cette évolution. Et là, Israël se sentira de plus en plus isolé. Et peut-être, mais moi j'en doute, connaissant un peu la mentalité israélienne et la direction qu'ils prennent. Est-ce que la jeunesse, justement, est-ce que la jeunesse israélienne peut influer sur les futures politiques non, la jeunesse israélienne, elle a deux choix. Bon, soit il y a des gens qui se disent bon, je ne peux pas vivre dans ce pays, je vais aller m'installer ailleurs. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Et puis, il y a l'autre partie qui se dit, bon, ben, qui va être influencé par l'atmosphère du pays. D'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent, qui acceptent, qui s'intègrent dans cette mentalité de, comment dire, pas d'autonomie, de particularisme. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Israéliens se disent le monde est contre nous, on est de plus en plus. On est un petit peuple dont le monde veut la destruction, et ben on va se serrer les coudes et on va leur montrer qui on est. Voilà. Et donc, à mon avis, la grande partie de la jeunesse suivra plutôt ce modèle. Voilà, parce que ils sont imbibés de sionisme dès le jeune âge. C'est-à-dire, dans le biberon, on leur met le sionisme, le racisme anti-arabe, la supériorité juive, le peuple élu. On leur met tout ça dans le biberon. Voilà, le drame, c'est que c'est une société qui est de plus en plus fermée à l'influence extérieure et qui vit quasiment en vase clos et qui développe cette espèce d'hystérie autonomiste, particulariste, messianiste.
c'est le drame, voilà le drame un peu plus large, si on veut, dans cette région de l'humanité, c'est ça le drame finalement. Parce que moi, je ne sais pas comment on peut gérer ce peuple-là. Je ne sais pas. Très bien. Bon, en tout cas, merci. Ce sera le mot de la fin. Et je tenais juste à D'accord. vous dire quand même, Monsieur Cohen, Oui. qui avait des commentaires à votre égard et dont il y a un monsieur qui vous salue, qui dit tout mon respect depuis Jérusalem. Voilà. Il vous salue depuis Jérusalem. Eh ben, bravo. Comment il s'appelle? Amar. Ah bon, d'accord. Bon. Voilà, son commentaire, il est là. Je le mets, je vous l'affiche. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon. Eh ben, bon. Ouais. Il y a beaucoup de commentaires voilà, à votre égard, de respect, tout ça. Donc, Bon. bravo à vous. Bon, ben, Merci encore pour vos analyses toujours aussi pertinentes, Monsieur Cohen. c'est moi qui vous remercie pour votre écoute et votre soutien chaleureux. Et donc, à la prochaine. Je regrette de ne pas pouvoir parler plus longtemps, mais j'ai la voix un peu qui s'enroue, un peu, voilà. Pas de souci, on est à une bonne heure là d'émission, donc c'est très bien. Donc, à la semaine prochaine. On se donne rendez-vous comme d'habitude la À semaine prochaine. la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Voilà les amis, merci à tous d'avoir participé encore. Désolé pour les questions que j'ai pas pu poser sur le chat, il y avait pas mal de questions ce soir. Merci encore à vous de participer. N'hésitez pas à relayer, partager l'émission et l'envoyer pour celles et ceux qui veulent la transmettre à Gilles Devers. Hein. Il y avait un petit message de Monsieur Cohen, donc n'hésitez pas à la partager, à la tweeter, à la retweeter. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, s'il n'y a pas d'autres intervenants avant. Voilà. Excellente fin de soirée à vous et salam alaikum. Que la paix soit sur vous.